Bonsoir à tous. Merci d'être présents pour la conférence de Pablo ce soir, Pablo Bras. Donc Pablo Bras nous fait l'honneur d'être là ce soir. J'espère que vous serez aussi enthousiaste que moi suite à la présentation de son travail. N'hésitez pas à poser plein de questions sur sa démarche, sur tout ce qu'il va pouvoir vous montrer. Donc Pablo est designer, diplômé de Boulle en 2013 en design produit. Ensuite, il a fait l'ENSI Les Ateliers, où il a été diplômé en 2017. Il travaille principalement sur les phénomènes naturels ou artificiels au sein de l'habitat. Donc c'est une thématique qui va être un petit peu abordée durant la semaine. Ses recherches ont été exposées à la Villa Noailles, à hier, qui était la continuité de son projet de diplôme, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, ce projet de recherche a fait l'objet d'une bourse de recherche qui s'appelle la bourse Agora. Et le fruit de ce travail a été exposé au pavillon de l'Arsenal à Paris, ainsi qu'à la galerie Arcade à Sainte-Colombe en Auxois. Si vous ne connaissez pas Design à la campagne Arcade, je vous conseille d'aller voir ce qu'ils font. Voilà. Ensuite, un des projets dont il va vous parler ce soir, c'est la Trinale du design à Milan, dont il a fait le commissariat. Donc, je vais laisser les micros à Pablo, qui va vous présenter des projets importants de son parcours. Bonsoir. Déjà, merci, un grand merci pour l'invitation. Merci Clara pour la présentation également. Et merci à vous d'être présents et présentes. Donc, je m'appelle Pablo, en effet, je confirme. Je fais du design d'objets, initialement plutôt des petits objets, et avec le temps, c'est devenu des objets un peu grands. Et je vais vous raconter un peu pourquoi. Et notamment, comme Clara l'a dit, notamment des expositions, mais des expositions que j'ai travaillées justement comme un objet, c'est-à-dire de manière formelle et en équipe avec des partenaires dont je vais parler. D'une manière générale, à part au tout début de ce que vous allez voir, je travaille essentiellement seul, mais souvent je fais appel à des sous-traitants ou des collègues en fonction des projets et de ce qu'ils savent faire. Donc, ce qui rejoint un petit peu tout ce que je fais, c'est que je procède par assemblage de choses qui préexistent. Et c'est pour ça que je confonds assez volontiers les objets d'origine naturelle et artificielle, c'est-à-dire que je prends ce qu'il y a autour de moi, je les agglomère en vue d'en faire un nouvel usage. Donc ça, c'est une manière d'archiver que j'ai commencé à faire il y a à peu près 7 ans. C'est une GoPro, tout simplement, qu'on met sur son buste. Et ça permet d'avoir vraiment tout le fil de fabrication, c'est-à-dire que quand on photographie, on n'a que le résultat de ce qu'on fait, même si c'est une maquette. Et là, on voit vraiment tout de A à Z. Là, je ne sais plus vraiment ce que je fabriquais, mais sûrement une petite hélice à mettre dans l'eau. Donc voilà, je vous conseille cette méthode d'archivage qui est très, très intéressante. Donc pour commencer, je vais vous présenter en gros 4-5 projets qui ne sont pas forcément dans un ordre chronologique. Donc ça, c'est un premier, on peut parler d'un objet. C'est un générateur électrique. En tout cas, c'est le générateur électrique le plus simple au monde. C'est pas moi qui le dis, c'est le tutoriel dont c'est la reproduction. Vous prenez une bobine de cuivre, vous l'enroulez autour d'un rouleau de carton, de papier toilette par exemple. Vous mettez 2 aimants au milieu, dont les polarités sont inversées, et un cure-dent. Et quand vous le faites tourner, vous générez un tout petit courant électrique, qui est insignifiant, mais c'est de l'électricité. Et donc je fabriquais ça à un moment où je me posais un peu la question de comment on passe de la matière à l'énergie. Je me suis aperçu ensuite qu'en fait, la distinction n'est pas si évidente, ce que les physiciens savent depuis longtemps, mais moi je ne savais pas. Et c'était aussi un moment où j'observais un certain nombre de flux qui nous entourent, des microflux dont je voulais profiter, notamment le courant d'eau le long d'une gouttière ou au fond d'un caniveau. Et je me disais, est-ce que ce ne serait pas amusant de récolter toute cette énergie pour voir à quoi ça peut aboutir. Donc à partir de ce petit générateur, j'ai imaginé une série d'objets de dérivation dont la fonction c'était de conduire l'eau jusqu'à ce générateur, puis le vent, puis le soleil,
Et ça a constitué comme ça une sorte de petit réseau dans lequel je piochais pour fabriquer un certain nombre de propositions. Donc voilà, ça prenait la forme de diorama, en fait, où je faisais des espèces de propositions de qu'est-ce que ça pourrait être l'énergie travaillée à cette échelle-là, c'est-à-dire à l'échelle humaine. Et c'est un projet qui n'avait pas beaucoup d'autres ambitions que de dire ça. C'est-à-dire, en fait, on peut aussi regarder les énergies de ce point de vue-là, mais l'idée, c'était pas de remplacer une centrale, de remplacer quelque chose comme ça, mais juste d'offrir une perspective un peu différente. Donc voilà, ça c'était un projet d'étude, enfin un projet de diplôme, qui n'est pas forcément très soluble dans une économie. C'est assez prospectif, et donc j'ai pas forcément pu en faire grand-chose à la suite. En revanche, ça m'a permis de m'intéresser, enfin de mettre en place les choses que j'allais poursuivre pendant les années qui viennent. Et ça, je crois que c'est un truc important pendant le projet de diplôme. C'est vous qui faites votre cahier des charges en même temps que vous y répondez. Et donc c'est très très important. C'est la seule fois que ça va vous arriver, en fait, probablement dans la vie pro. Donc c'est important de prendre ce temps pour aller sur les sujets qui vous intéressent, mettre en place votre démarche qui vous intéresse, etc. Enfin, la démarche qui vous intéresse. Donc suite à ça, j'ai travaillé pour d'autres. En fait, j'étais assistant pour des artistes et des designers. En gros, je réalisais techniquement des projets un peu complexes, notamment du mobilier urbain ou des œuvres publiques qui nécessitaient plusieurs corps de métier. Et donc il fallait une personne pour faire le lien entre ces différents corps de métier. Et une autre fonction importante, c'était de faire le lien entre ce que veulent les bureaux d'études et ce que veulent l'artiste, quand c'est des œuvres assez importantes, parce qu'un bureau d'études est là pour s'assurer que ça tienne, et donc ça déforme énormément la volonté de l'artiste, et donc il faut une personne pour faire ce lien-là, et c'était moi. Pour différents artistes, notamment Feipel et Bécamel, Jerzy Seymour, voilà, ce sont des artistes qui sont en Belgique et en Allemagne, essentiellement. Donc j'ai fait ça pendant un certain nombre d'années, et en même temps, je poursuivais un petit peu ce projet de recherche. Et donc, comme le disait Clara, en 2019, j'ai constitué un projet pour une bourse de recherche qui s'appelle l'Agora. Et j'ai choisi de leur montrer, dans ce dossier, je leur ai proposé de développer une méthode, et non pas des produits, enfin une sorte de méthode, qui consiste comme un peu en ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire on arrive dans un milieu, on recense toutes les ressources qui sont sur place, ce que j'appelle les phénomènes disponibles. D'autre part, on observe les envies qui sont sur place, ou les besoins, et on fabrique des objets pour relier ces micro-phénomènes à des besoins qu'on a tous les jours, comme s'éclairer, se chauffer, etc. Donc voilà, c'était vraiment une méthode que je voulais tester, que je voulais prouver, puis éprouver dans un terrain, que je voulais un peu affiner, puis éprouver dans un terrain. Et à ce moment-là, le hasard a fait que je me suis retrouvé à vivre dans la banlieue pavillonnaire, à Panazol, et donc c'est dans le Limousin, en Haute-Vienne. Et en fait, un petit peu, c'était pas vraiment prévu, mais je me suis dit que ce serait le terrain pour éprouver cette méthode, parce que ce sont des habitats dont on parle assez peu, en fait, dans notre milieu déjà, alors que les architectes négligent quand même pas mal ce type d'habitat, il me semble. Alors que c'est quand même un endroit où vit une grande partie de l'Occident, en fait. Et on considère que c'est anti-écologique parce que ces habitats, ils sont plus dessinés par des architectes, mais par ce qu'on appelle des builders, c'est-à-dire des constructeurs, qui achètent des plans d'architectes, qui les déclinent dans un catalogue et font quelques variations, mais ensuite le revendent. Et donc la conséquence de ça, c'est que la maison n'est plus pensée en fonction des ressources naturelles qui sont présentes sur place, notamment une exposition avantageuse au soleil, profiter de la topographie pour faire des puits canadiens ou des choses comme ça. C'est vraiment la même maison matricielle qui se retrouve reproduite partout. Et donc moi, je me suis dit que c'était intéressant d'essayer de relier ces habitats à ces flux naturels à travers l'objet. Donc juste pour étayer un petit peu ce que je viens de dire, que c'est la même maison. Donc là, c'est celle qui était à peu près à 100 mètres de là où j'habitais. Et ça, c'est une reproduction d'un artiste qui s'appelle Dan Graham, d'une maison américaine dans les années 70. Et en fait, c'est vraiment la même maison. Simplement, dans la reproduction de Dan Graham, il y a un garage à gauche, alors que dans la précédente, c'est un salon.
Mais voilà, c'est vraiment la même chose qui est dupliquée. Pour des raisons économiques, en fait. Enfin, c'est vraiment la maison la plus rentable possible qui a abouti à cette forme. Donc c'est une recherche qui a abouti à pas mal, enfin à 9 objets en tout. Je ne vais peut-être pas tous les développer, mais ça c'est notamment une gargouille qui permet de générer de l'hydroélectricité, enfin de l'électricité à partir d'une chute d'eau. Ça c'est une éolienne. Peut-être m'arrêter un petit peu plus sur celui-là. Donc le but c'était de faire des objets qui permettent de bénéficier des ressources naturelles, mais c'était aussi cette fois-ci que l'objet serve sur place à se lier au tissu économique. Et je voulais travailler avec des artisanats qui sont présents sur place, ou des PME, ou des savoir-faire qui sont présents dans cet environnement-là. Et donc pour celui-là, c'est des récupérateurs d'eau qui sont posés sur le toit et qui fonctionnent un peu comme des barrages hydroélectriques. En fait, vous avez de l'électricité qui peut être produite entre les deux barrages. Puis avec une source extérieure, on peut remonter l'eau d'un barrage à un autre, etc. Et donc je l'ai fait réaliser en zinc, parce que des zingueurs, il y en a un petit peu partout, et que c'est un savoir-faire assez générique en fait en France. Et en théorie, si cet objet fonctionne dans cet endroit-là, comme il y a des zingueurs un peu partout, il peut fonctionner dans d'autres endroits. Donc voilà, c'est des objets qui ont été pour une grande part testés sur place, puis exposés, donc comme le disait Clara, au pavillon de l'Arsenal. Pour restituer cette recherche, j'ai un peu repris la forme en fait, de la maison en question, la maison de départ, que j'ai un peu schématisée comme ça, dans une sorte de maison témoin. Donc voilà, il y avait 9 objets en tout. Certaines pistes ont été développées, je pourrais vous en parler à la fin, et d'autres pas du tout, parce que c'est comme ça. En intro de cette expo, j'avais fait cette vidéo qui est une boucle dans la banlieue où j'habitais, qui commence par un ciel bleu et qui finit par un ciel bleu, et du coup, ça fait un fondu comme ça, et il y a une sorte de boucle qui fait que c'est une vidéo infinie. On va peut-être le voir là si on tombe sur le bon moment. Et donc je vous montre cette vidéo parce que c'est un moment où je mettais de plus en plus de descriptions dans mon travail et pas forcément des productions. Et j'observais beaucoup de travaux de designers aussi autour de moi qui faisaient des choses assez similaires et qui disaient des choses parfois qui le disaient beaucoup mieux que moi, etc. Et donc c'est aussi un moment où j'ai eu envie de mettre en avant ce travail, enfin ces autres travaux et les différentes documentations que je pouvais lire. Et c'est assez naturellement que j'ai eu envie par la suite de faire une exposition. Pardon. Et donc la fin de ce travail coïncidait avec l'ouverture du concours pour représenter la France à la Triennale de Design de Milan. Donc la Triennale de Design, c'est comme la Biennale d'Archi ou d'Art à Venise, sauf que c'est pour le design, et ça se passe à Milan. Dans le bâtiment éponyme, donc c'est ça, c'est la Triennale. C'est un bâtiment fasciste, qui date de la période fasciste. Du coup, il y a des volumes quand même très très impressionnants. C'est un bâtiment qui est chargé d'histoire, etc. Donc j'ai invité 2 personnes à candidater avec moi, des personnes avec qui j'avais jamais travaillé, mais avec qui j'avais un très bon feeling, on va dire. C'est Juliette Gély, qui est graphiste et directrice artistique. Elle fait beaucoup de pochettes pour des artistes, notamment Bonnie Banane, Flavien Berger, etc. Elle fait aussi de la scène, des scénographies pour les spectacles de ces personnes. Et Romain Guillet, donc, qui fait plus de l'architecture d'intérieur et de la scénographie. Donc le fonctionnement d'une manifestation internationale comme ça, c'est il y a une commissaire générale, elle s'appelait Ercilia Vaudot, c'est une astrophysicienne. Elle fait une note d'intention très très ouverte, dans laquelle les différents pays sont invités à faire une proposition ou leur point de vue, etc. Et donc nous, pour cette année, le thème c'était Unknown Unknowns, qui veut à la fois tout et rien dire, mais qui nous invite à se mettre face à ce qu'on ne connaît pas. Le fond de sa pensée, c'était de se dire que pour se mettre face à ce qu'on ne connaît pas, on doit explorer le lointain, le très très lointain ou le microscopique. Et nous, on a pris vraiment le contre-pied, on a dit que ce qu'on connaît le moins, c'est ce qui est le plus proche de nous, en gros. Et pour illustrer un petit peu cette idée, quand vous allez dans une expo,
on va vous montrer une vidéo sur une télé, on s'intéresse à cette vidéo, mais on ne va jamais vous parler de la télé. Et nous, ce qu'on voulait, c'était faire un espace d'expo où chaque objet qui est présent est là pour une raison, et on parle de cet objet-là. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais ça va être plus évident après. Ça s'est traduit en 3 volontés propres, 3 volontés un peu qu'on avait en commun, mais qui étaient assez définies, 3 volontés concrètes, on va dire. C'est que ces objets soient tous utilisables dans l'exposition, que la scénographie soit sourcée localement, c'est-à-dire dans cette logique où on ne connaît pas ce qui nous entoure. En fait, on va arriver dans l'espace d'expo, on va regarder la matière qu'il y a autour, et on va faire notre scéno avec, enfin notre exposition. Et la 3e volonté, c'était qu'on puisse manger et boire dans cet espace d'exposition. Ça, c'était un petit peu un bonus. C'était pour créer de la convivialité, mais aussi parce qu'au bout d'un moment, si on se dit chaque objet qui est présent dans l'espace d'expo est là parce qu'il sert, ce qui motive quand même ces choses-là, généralement, enfin ce qui motive la raison pour laquelle on a des objets autour de nous, c'est généralement pour boire et pour manger en fait. Enfin, sinon vous ne pouvez pas mettre des objets comme ça et justifier de leur présence dans un espace. Donc voilà, 3 volontés qui sont à peu près les pires qu'on puisse avoir dans un tel contexte. C'est vraiment les... Vous allez voir ensuite, mais c'est pas une très bonne idée d'axer son exposition autour de ces 3 volontés. Mais on l'a quand même fait. Donc on a été lauréat de cet appel à projet. C'est un marché public, donc ça veut dire que vous signez, enfin c'est des sommes assez importantes, et tout le processus de production est très très encadré. Il y a des comités de pilotage, des choses comme ça, pour s'assurer que vous faites bon usage de l'argent, et surtout que vous réalisez le projet comme il convient. Et là, quand on avait beaucoup de défis techniques, c'était d'autant plus contraint, mais l'Institut français, qui était le commanditaire, nous a très bien accompagnés là-dessus. Donc la première chose à faire, vu qu'on voulait que tous les objets soient utilisables, c'était de clore un système où, en effet, les objets ils sont là et il y a une raison. Donc là, je ne sais pas comment je peux vous l'illustrer. Vous voyez le citron, enfin il y a un citron en bas à droite, par exemple. Ce citron est coupé par le couteau qui est au-dessus de lui, pour faire le kéfir qui est juste au-dessus du couteau. Le citron est issu du citronnier que vous voyez en bas à gauche, qui allait être planté dans l'espace d'exposition, etc. Et si vous regardez ce schéma, il y a à peu près tous les objets qui ont au moins une autre interaction avec les objets, pour qu'ils soient là pour une raison. Et donc chaque objet, on en parlait. On disait comment il est fabriqué, qui l'a dessiné, si on connaît la personne qui l'a dessiné, puisqu'il y avait aussi des objets anonymes dans cette expo. Peut-être pour m'arrêter un petit peu sur les types d'objets qui étaient présents. Il y a notamment cette lampe, qui est une lampe de Claire Lavabre. C'est une designer française. Et qui est réalisée avec des objets qui préexistent, c'est-à-dire c'est une sorte de ready-made. Donc ce que vous voyez en bas, c'est une jante de voiture qui sert ici d'enrouleur. Le lame de la lampe, c'est une règle de maçon. Ensuite, il y a juste un verre extrudé et un ruban de LED. Donc moi, c'est un objet que je trouve assez fascinant, et c'est pour ça qu'on voulait l'exposer, mais il me semble que ça reconfigure pas mal la posture du designer sur qu'est-ce que c'est le beau ou comment on fait du beau, parce que, comment on génère de la forme tout simplement. En faisant simplement un assemblage de choses qui préexistent, ça se met un petit peu en retrait, il me semble, par rapport au dessin d'une belle forme qu'on va venir tailler dans la matière, etc. Donc il y a une sorte de posture assez finalement écologique là-dedans, je trouve. Enfin, c'est quelque chose que je voulais proposer comme vision. Comme possible écologie, on va dire. Un autre projet, c'est cette console de Stéphane Barbier-Bouvet, où c'est juste des plaques de marbre qui sont empilées, et avec le jeu de la gravité, ça finit par faire une console. Alors c'est pas si simple que ça, parce que du coup on en a fait une à Milan en empruntant les plaques dans une marbrerie, puis en les restituant à la fin de l'exposition. Et il y a quand même une certaine épaisseur à trouver, il faut que 2 plaques aient exactement la même taille, etc. Donc finalement, le faire qu'avec des chutes, c'est pas si facile. Mais voilà, de la même manière, il y a une économie dans le geste, dans la manière de faire émerger un usage, en fait. C'est de manière très légère, avec ce qui préexiste. Voilà, il y avait aussi ça, des hamacs gonflables, toujours dans cette même logique, où on peut s'asseoir juste avec l'air, juste avec l'air qui est présent, et un usage
assez pertinent de la matière, quoi. Donc il y a quelque chose qui unissait un petit peu toutes ces propositions, qui n'est pas forcément facile à expliciter. Et c'est un peu ça le but d'une expo aussi, c'est il me semble, vous mettez en regard des objets et vous voyez si le public adhère ou pas à votre mise en relation. Donc voilà, ça c'était le premier défi à relever. Ensuite, il y a eu celui que les artistes acceptent qu'on utilise leurs objets, parce que c'est un peu leur gagne-pain, et c'est normal qu'ils ne veuillent pas à chaque fois qu'on le fasse. Et encore une fois, c'est quelque chose d'assez encadré, une exposition, donc il y a des fiches de prêt pour que l'assureur prenne en charge les différentes casses. Là, on a dû faire une fiche de prêt dédiée, où l'artiste acceptait que l'objet soit utilisé dans telle ou telle condition, etc. Mais voilà, on a constitué notre petit système d'objets. Ensuite, pour la scénographie, on a rencontré à ce moment-là BC Architecture, qui sont un petit peu les pros de la brique en terre compressée. Je vais peut-être faire les choses à l'endroit. Donc pour faire la scénographie à partir de matériaux sourcés sur place, on a voulu travailler avec de la terre, puisque de la terre, il y en a à peu près partout. Donc de la terre qui venait de proximité de Milan. Et l'agglomérer le temps de l'exposition, et initialement on voulait la restituer après l'exposition, pour que l'exposition soit vraiment une sorte de moment, comme ça, et voilà. Donc on a rencontré BC dans cette optique, qui travaille avec des briques de terre compressées, c'est-à-dire des briques crues, qui ne sont pas cuites. Et en discutant avec eux, ils nous ont expliqué que c'était une dépense d'énergie énorme de faire des briques comme ça, et que ça n'avait pas forcément de sens ensuite de les restituer dans la terre. Donc on a conclu que les briques seraient réemployées, mais dans un chantier par la suite. C'est ce qui s'est passé. Donc ça, c'est l'espace qu'on a trouvé à Milan pour réaliser le chantier. Enfin, c'est Leonora Paciulo, c'est une amie sur place qui nous a trouvé cet espace. Et il a été convenu avec cet espace qui était un centre d'art, un endroit où il y avait des artistes qui partageaient leurs ateliers, qu'après l'exposition, ils récupéreraient toutes les briques, c'est-à-dire 3200 briques, pour construire l'appartement dans lequel allaient vivre les artistes en résidence, parce que ça coïncidait pile poil au moment où ils entamaient un chantier d'extension. Donc voilà, on a fait ces 3200 briques. Au final, c'est Pietro degli Esposti, qui est un architecte spécialisé là-dedans, qui a chapeauté toute la production, qui a été faite avec cette presse manuelle. Pareil, on voulait faire avec une presse manuelle, alors que c'est beaucoup plus compliqué, mais on a décidé de se compliquer la vie un petit peu. Et on en profitait aussi pour faire des encres qui allaient nous servir à légender tous les objets sur place. Donc voilà, on a fait cette production quelques mois avant le montage à proprement parler. Il y a des temps de séchage qui sont difficiles à gérer, c'est pour ça qu'on a fait un petit peu en amont. En parallèle, on a commencé à édifier nos architectures, donc qui étaient surtout des micro-architectures, qui étaient dessinées par Romain principalement. Et là, la nouvelle difficulté qu'on avait, c'est qu'on devait restituer les briques, mais donc ça voulait dire qu'on ne pouvait pas utiliser de mortier pour fabriquer nos micro-architectures. Donc on a fait des assemblages réversibles avec des joncs en bois, on pré-perçait nos briques, etc. Et ça, typiquement, dans une exposition publique, ça pose souci parce que vous devez pouvoir faire des calculs de force, en fait, si vos micro-architectures dépassent une certaine hauteur. Et nous, comme on avait inventé notre mode d'assemblage, on a dû faire nous-mêmes ces calculs de force pour dire ça va tenir, si, etc. De la même manière, quand vous faites une expo publique, il y a un certain nombre de normes feu à respecter, et des choses comme ça. Et donc, pareil, là, on fabriquait notre propre matériau, et on a dû... ça a été une petite histoire de montrer qu'il n'y avait pas de risque d'incendie avec ces choses-là. Mais bref, ça s'est relativement bien passé. Donc la scéno, voilà, ça c'était le deuxième défi qui était à peu près bien réglé. Et le troisième défi, qui était de loin le plus compliqué, c'était de faire manger des choses dans l'espace d'exposition. Parce que on n'a pas le droit de faire à manger dans un espace d'exposition parce qu'on n'est pas un restaurant. Et du coup, la solution, ça a été qu'on devienne un restaurant, c'est-à-dire que l'Institut français a accepté qu'on ait une licence de restauration sur le temps de l'exposition. Et donc, comme tout restaurant, il fallait qu'on garantisse une chaîne de froid pour nos aliments, c'est-à-dire qu'ils devaient être irréprochables. Et donc, ça voulait dire avoir un frigo branché dans l'espace d'exposition.
Et donc là, le problème, c'est que si vous dites ça à l'organisateur, il va vous dire d'accord, mais c'est pas dans le deal. On va pas vous fournir de l'électricité pour un frigo. Enfin, c'est pas conclu dans le pack qu'on vous a vendu. Je parle de la Triennale, qui est l'organisateur. Et donc nous prenons acte de cette surprise, mais qu'on a nous-mêmes créée. Enfin, c'est notre problème. C'est pas... On a décidé que l'exposition serait autonome en énergie, qu'on allait nous-mêmes nourrir notre frigo, et tant qu'à faire la lampe, la télé qui était là, et le data center, puisqu'on hébergeait notre site web sur place également. Donc voilà, on a installé un panneau solaire sur place. On a dû aussi faire venir de l'eau dans l'espace d'exposition, puisque si vous distribuez de la nourriture, vous devez laver les couverts, etc. Donc voilà, tous ces défis ont petit à petit été résolus, mais ça a pris, là je vous parle de quelque chose qui a duré 2 ans, quoi, alors qu'on l'avait dessiné en un mois, notre expo. Du coup, ça a été que des coups de téléphone, des échanges avec... Enfin voilà, des échanges avec des assureurs, des choses comme ça. Tout ça pour arriver au jour du montage, qui a quand même pris 1 mois. C'était un long montage. Pour une exposition, c'est assez long. Où voilà, on a disposé toutes les briques sur une moquette, parce qu'on n'avait pas le droit d'abîmer l'espace, comme c'est un bâtiment protégé. Et voilà, le jour de l'ouverture, tout était relativement prêt. Peut-être là, s'arrêter un petit peu sur le mur. Le mur, c'est quelque chose qui est mis en place, enfin c'est une cimesse qui est mise en place par la Triennale pour séparer les différents pavillons. Et nous, on leur a demandé de mettre le placo, mais de s'arrêter là, de ne pas mettre de joints, de ne pas mettre de peinture, dans cette même idée de réversibilité, c'est-à-dire qu'après l'expo, on pouvait retirer les plaques, et voilà. Vous voyez de l'encre, pareil, l'encre on l'a faite sur place, enfin c'est Juliette qui l'a faite, avec du charbon, de la farine et de l'eau. Et on est venu sérigraphier les légendes comme ça. Le but, c'était qu'on puisse lire ces légendes de partout dans l'espace d'exposition. C'est pour ça que c'est assez gros, que ça prend plein de place. Donc voilà, on voit l'espace un petit peu plus utilisé. Alors évidemment, il y a eu on a livré l'espace. L'exposition, c'était à peu près bien. Et puis ensuite, il y a eu plein de problèmes pendant l'exploitation, le service générait pas mal de saleté. Du coup, je recevais pas mal de SMS de la Triennale pour me dire il faudrait corriger ça dans la distribution, il faudrait arrêter de distribuer, etc. Mais c'est quand même un bon... Enfin, on est content de l'avoir fait, quoi, parce que ça crée une espèce de précédent avec la Triennale. Si dans 3 ans, la France a envie de refaire un pavillon où on peut manger, ils iront plus vite la prochaine fois parce qu'ils sauront qu'il faut être un restaurant, etc. Voilà. Mais il se passait plein de choses. Voilà, c'était un espace qui vivait. Du coup, il y a plein de choses qui se passaient pas très bien. Par exemple, le hamac que vous voyez là, il se pinçait entre les pierres et il se perçait. Et du coup, on a dû le changer 2 fois avant de comprendre qu'on pouvait aussi les réparer. Mais voilà, c'est un espace qui a vécu. Tout le monde était globalement très content de l'expérience. Donc, qui dit exposition dit aussi catalogue. Donc ça, c'est plutôt Juliette qui a travaillé dessus. Le catalogue, il est pensé un peu dans la même logique esthétique que l'expo, c'est-à-dire c'est une accumulation de choses assez simples. Là, c'est des A3 qui sont pliés dans un format qui, à la fin, fait un A4 et qui sont simplement agrafés sur le côté, dans cette idée que c'est un peu un catalogue infini et qu'on pourrait venir rajouter des pièces encore et encore. Et voilà. Donc voilà, quand il est déplié, ça donne à peu près ça. Donc, comme je le disais, suite au démontage, on est allé restituer les briques à Via Farini, qui étaient les ateliers partagés qui nous avaient accueillis pour la production. Et je ne sais pas si vous voyez en haut, en fait, c'est un toit qui a été démonté. C'est l'endroit où on a fait la fabrication. Et au moment du démontage, ils étaient déjà au moment de démantèlement de ce chantier-là, dont vous avez un visuel à gauche. Donc là, ça doit être à peu près terminé. Il faudra que je vienne aux nouvelles. Ça doit être à peu près fini. Pour être un peu plus précis sur à quoi elles ont servi ces briques, 3200, c'est très peu de briques pour un bâtiment. Du coup, ils l'ont utilisé pour l'archi d'intérieur, pour séparer en fait, les différents appartements des artistes qui allaient être accueillis en résidence. Parce qu'un autre truc important à savoir avec les briques de terre compressée, c'est qu'on peut construire en extérieur, mais il faut mettre un enduit de chaux
sinon ça se dissout un petit peu. Ça contient déjà de la chaux pour la stabilité, mais il faut y rajouter un enduit ou faire ce qu'on appelle un chapeau assez imposant pour protéger de la pluie. Ah ouais, j'ai confondu la durée de mon diapo avec l'heure, et du coup je crois que je suis un petit peu en retard. Je m'excuse si je passe un peu vite à la fin. Donc cette histoire de réversibilité dont je viens de vous parler, dans laquelle baignait un peu tout le projet, c'est quelque chose qui est resté et que j'ai voulu continuer de travailler avec une autre designer cette fois-ci, avec Violette Vigneron, qui est également céramiste et illustratrice. Et donc on s'est penché sur le matériau du chaume, encore un matériau de l'architecture. Enfin, c'est pas un matériau du tout le chaume d'ailleurs, c'est un savoir-faire sur la technique du chaume, qui peut être réalisé avec plein de matières différentes justement. Ça, c'était dans le cadre d'un appel à projet qui s'appelait Monde Nouveau, où il y a eu beaucoup de lauréats et lauréates, dont Clara, ici présente. Et donc, ce qui nous intéressait dans cette technique, c'était ce contraste entre la masse, enfin l'épaisseur, et cette ligne très très définie qui est vraiment à l'extrémité des toits. On trouvait ça intéressant plastiquement, au-delà de l'intérêt écologique du chaume en lui-même. Et le but de cet appel à projet, c'était de mettre en relation une proposition artistique avec un bâtiment du patrimoine. Et nous, celui qu'on a choisi, c'est le cairn de Barnénèse, qui est une espèce de gros mausolée du néolithique en France, à Morlaix. Ils aiment bien dire que c'est le plus vieux bâtiment du monde. Je ne sais pas si tous les spécialistes de la préhistoire confirmeront cette idée, mais voilà, c'est quelque chose d'assez ancien. Et ce qui est assez amusant avec ce site, c'est que il était pour les personnes mortes, c'était un lieu de culte. Et les hommes, les personnes préhistoriques qui vivaient là, eux vivaient dans des habitations en chaume en fait à cette époque. Sauf que comme ils étaient nomades, les choses ne sont pas restées et on n'en a plus de traces aujourd'hui. Mais on trouvait que ça faisait un parallèle assez intéressant avec nous, notre volonté. Et donc on a décidé de faire une espèce de gros banc public en chaume à proximité de ce bâtiment. Donc on a commencé par faire un peu de récolte. À la base, on voulait récolter nous-mêmes la matière qu'on allait utiliser. Puis on s'est aperçu que c'était extrêmement gourmand en matière, le chaume. Pour faire une surface de 1 mètre carré, vous avez énormément de fagots. Donc on a un petit peu renoncé. Et on a fini par travailler avec du seigle qui venait de France. Donc voilà, on a mis en place notre petit protocole. Une nouvelle fois, on fabrique, on bidouille. Donc là, c'était de travailler avec des gabions. Les gabions, c'est cette grosse cage en métal dans laquelle on enfonçait des fagots de seigle. Et ensuite, on venait les tailler avec une disqueuse. Voilà, sans porter de gants, ni de lunettes, toujours. Et ça nous permettait d'aboutir à des formes assez arrondies et accueillantes, toujours dans cette logique qu'on faisait un mobilier extérieur. Enfin, c'était un peu le but. Donc on a fait ce premier test qu'on a mis dehors. Et en 3 jours, il a moisi. Et on ne le savait pas encore, c'est en discutant avec un chaumier par la suite qu'on a compris ça, c'est que le chaume ne fonctionne que si vous respectez une pente de 30 degrés minimum. En gros, nous, on était tout faux puisqu'on était parfaitement à l'horizontale. C'est vraiment le pire qu'on puisse faire avec du chaume. Et donc ça a moisi très très rapidement. Mais ce procédé, on le trouvait quand même intéressant, et donc on a décidé de séparer le projet en 2 parties. La première, ce serait de garder ce procédé, et de développer plutôt du mobilier intérieur, du coup. Donc là, on a carrément mis les brindilles, les fagots à la verticale, et voilà, on venait le tailler de la même manière. Et par ailleurs, on a quand même dû développer un mobilier extérieur, puisque c'était ça le gros du projet, c'était un peu ça le contrat. Et on s'est rappelé d'une visite sur chantier, où on est allé voir des chaumiers, et ils utilisent une échelle comme ça qui plante pour progresser sur le toit. On a trouvé cet objet assez beau dans son usage, quoi. Il y a quelque chose d'assez immédiat. Et on s'est dit qu'on ferait la même chose avec un banc. Enfin, l'échelle deviendrait un banc sur une pente en chaume comme ça. Donc voilà, ça c'est un petit peu la tête des bancs qu'on a dessinés. Je vous ai mis cette image pour vous montrer un petit peu comment on procède. Quand on fabrique nous-mêmes un chantier, c'est bien de faire une nomenclature un peu précise. C'est ça les D1, D2, D3.
Ça vous permet, sur le montage, de ne pas être complètement perdu. Voilà, donc c'était une assise en aluminium. On a choisi de travailler en aluminium. Ça, c'était le pliage des branches que vous voyez, qu'on a fait aux Beaux-Arts de Nantes, qui ont bien voulu nous accueillir. Voilà. Et puis, une nouvelle fois, montage. Peut-être 2-3 mots sur la charpente. C'est une charpente en aluminium parce qu'on voulait que ce soit réversible. Et à notre sens, comme la charpente était ouverte sur les côtés, en bois, ça aurait beaucoup moins bien vécu. Et ce que vous voyez pour les fermes, enfin les parties verticales, c'est des règles de maçon. On a piqué l'astuce de Claire Lavabre que je vous montrais tout à l'heure. Merci Claire, du coup. Donc des règles de maçon, c'est beaucoup moins à section équivalente, c'est beaucoup moins cher que des sections d'aluminium que vous allez acheter comme ça, parce que c'est un produit manufacturé, donc qui est produit en très grosse série. Et structurellement, ça faisait le job. Donc voilà, ensuite ça a été recouvert de chaume par un chaumier, pour le coup, puisque ça c'est un savoir-faire, ça allait être soumis à beaucoup de visites, donc on ne pouvait pas le faire nous-mêmes, enfin, déjà on n'aurait pas su le faire. On l'aurait très mal fait, et donc ça aurait très mal vécu. Donc c'est un chaumier qui s'appelle Boujard, enfin la SARL s'appelle Boujard, qui sont venus faire ce chaume. Et voilà, et donc on est venu ensuite mettre nos petites assises en aluminium. Donc là on a une vue sur le banc et au loin le cairn. Ce qui est important à savoir sur un projet comme ça, c'est que comme vous êtes sur du patrimoine, il y a l'avis des architectes des bâtiments de France au préalable à chaque installation, y compris des installations temporaires comme celle-là. Et donc il y a des sujets de ce qu'on appelle la co-visibilité, c'est-à-dire est-ce que votre œuvre gêne ou rend disgracieuse la vue du cairn. Et du coup on a été mis pas mal sur le côté par l'architecte des bâtiments de France, mais on a quand même des points, des plans sur lesquels il y a une co-visibilité intéressante. Voilà. Ça a donné lieu à une édition que Violette a dessinée, puisqu'elle est également illustratrice. Elle a fait de la céramique, du design et de l'illustration. Une édition qui est faite en risographie. C'est un procédé qui nous vient du Japon, je crois, et qui travaille la couleur ton sur ton. C'est un peu... enfin, je ne saurais pas, je vais dire des bêtises si je rentre plus dans le détail de cette technique. Mais voilà, c'est à partir des esquisses qu'on avait faites préalables à ce projet. Elle les a réassemblées en une sorte d'illustration un peu panoramique comme ça, où ça parle de changement d'état, de changement de phase d'une étape à une autre. Il n'y a aucun mot, que des formes, et ça produit du sens. Voilà, une nouvelle fois, il n'y a plus grand-chose après. Là, le chaume, il a été remployé pour le coup par des particuliers, pour leur chantier chez eux. Et ils voulaient apprendre à le faire eux-mêmes, en l'occurrence, ces gens-là. Oui, je vais vous montrer encore un petit projet. Donc cette fois-ci, c'était une consultation. Une consultation, ça veut dire qu'on vous contacte directement, vous et 3 ou 4 autres personnes. On vous donne un sujet. Et ensuite, il y a une sélection en fonction de votre proposition. Il y a prototypage et éventuellement production en série ou pas. Donc là, la demande, ça émanait de la ville de Paris, du service des eaux de la ville de Paris. Enfin, de la ville de Paris, en fait. Qui sont en train de distribuer des permis de végétaliser. C'est-à-dire que les Parisiens, Parisiennes peuvent, s'ils ont envie, s'ils identifient une zone comme végétalisable, se dire bon bah je veux végétaliser là, soit c'est déjà de la terre, soit je veux retirer le goudron pour que ça devienne vert. Et donc pour accompagner ces permis, il y a quand même le problème de l'arrosage qui se pose, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils vont arroser. Et ce qui se passe actuellement, c'est que les gens vont chez eux, ouvrent le robinet, remplissent leur arrosoir, redescendent. Ce qui est problématique parce que c'est de l'eau potable, et qu'arroser avec de l'eau potable, c'est pas GG, c'est pas super. Et surtout, ça fait que les zones végétalisées sont essentiellement à proximité des gens. Or, il y a des zones à végétaliser un petit peu partout. Donc voilà, ils venaient nous voir avec ce cahier des charges où on devait se raccorder aux bouches de lavage, qui est ce que vous voyez là, pour remplir soit un arrosoir, soit pour le raccorder à un tuyau, en fait. Des bouches de lavage, il y en a un certain nombre à Paris, donc ça commence déjà à élargir un petit peu plus le truc.
Donc voilà, la consultation, ça commence avec ce pitch-là et un plan d'une bouche de lavage qu'on reçoit comme ça. En réalité, on en a reçu plusieurs parce qu'il y a différents types de bouches de lavage. Mais le cahier des charges était un peu trop défini, un peu trop peu défini, pardon, à mon sens. Il manquait une sorte de contrainte. Et donc j'ai commencé le projet en allant au Casto du coin pour voir un petit peu les tuyaux d'arrosage. Et je me suis aperçu qu'on a fait d'énormes progrès en tuyaux d'arrosage. On en fait vraiment des très très légers, des très très souples, très flexibles, etc. Et en parallèle, on développe aussi des objets qui permettent de relier les tuyaux d'arrosage. Et donc ça m'a un petit peu plus, disons que ça m'a donné un point d'entrée dans la demande, c'est-à-dire qu'à mon sens, c'est intéressant si le kit est suffisamment léger pour qu'on puisse aller végétaliser n'importe quel espace dans la ville de Paris. Et donc ça impliquait qu'il soit extrêmement léger et qu'il puisse regrouper un tuyau d'arrosage pour qu'on puisse aller au boulot le matin avec son kit d'arrosage, arroser la zone qui est à côté du boulot si on a envie, puis rentrer chez soi, etc. Ne plus être circonscrit à une zone réduite. Donc ça m'a permis un petit peu de resserrer le cahier des charges comme ça. Ça, c'était le premier jet, donc voilà, ça commence vraiment avec un bout de PVC. Et vous voyez, c'est vraiment une sorte d'objet qui permet de faire un fagot avec un tuyau, quoi. Et ensuite, il y a plein de tests que je réalise pour affiner la proposition. Donc il y a eu des tests, là vous voyez que la forme a beaucoup changé, je vous dirai pourquoi sur les images qui suivent. Mais juste petite anecdote marrante, en fait j'habitais pas à Paris quand je faisais ce projet pour la ville de Paris. Ce qui fait que les bouches de lavage, je ne savais pas où elles étaient, et il n'y en a pas tant que ça en fait dans les municipalités hors de Paris. Et donc je devais téléphoner aux municipalités pour leur demander où étaient les bouches de lavage, et ils ne voulaient pas donner l'information parce qu'ils expliquaient que les squats recherchaient cette information. Ce à quoi je leur répondais que non, les squats n'ont pas vraiment d'intérêt à relier un tuyau depuis la rue vers les endroits où ils habitent illégalement. Mais du coup, j'ai dû faire ça de manière un peu clandestine, en fait, tous ces tests. C'était pas forcément très confortable. Mais on voit à peu près que ça fonctionne. Donc ça consiste comme ça, une bouche de lavage, vous avez un filetage qui sort et vous avez un carré qui s'appelle un carré de manœuvre qui permet d'ouvrir. Ouais, c'est un peu embarqué du coup, hein, je m'excuse. Non, je vais vous montrer plutôt sur les photos de la fin. Donc ça, c'est le kit un petit peu terminé qui vient se brancher. Il y a un molletage, ce qu'on appelle un molletage dessus pour avoir une bonne préhension. Et voilà, il permet de regrouper vraiment le tuyau d'arrosage dans des dimensions assez importantes, de l'embarquer comme vous voulez. Simplement, pour vous expliquer les changements de forme qu'il y a eu par rapport au début, à un moment, j'ai eu envie qu'il puisse avoir une fonction sans être accordé à un tuyau ou sans être accordé à rien, en fait, qu'il devienne une sorte de robinet. Et donc c'est pour ça que j'ai tronqué la forme pour que le jet aille directement dessine une courbe, en fait, que juste l'objet plus la pression de l'eau dessine une courbe qui puisse servir à soit se laver les mains quand on a fini de jardiner, soit se laver les bottes, des choses comme ça. Voilà, c'est pour ça qu'il a un petit peu changé de tête. Et par ailleurs, entre-temps, était venue la contrainte de pouvoir le réaliser avec les ateliers de la ville de Paris, qui sont aussi équipés avec des outils assez bruts, en fait. Du coup, il n'y avait pas tant que ça de marge de manœuvre. Ça c'est réalisé à la fraiseuse, par exemple. Enfin, c'est un ami qui s'appelle Julien qui a fait le prototypage. Mais voilà. Donc voilà, c'est un prototype. Oui, une autre anecdote pas terrible du coup, mais c'est que donc il y a un test avec les futurs usagers. Et quand arrive le jour du test, donc sur une bouche de lavage parisienne, la clé de manœuvre ne fonctionnait pas. Elle venait de taper dans le cadre. Du coup, j'ai découvert que les bouches de lavage n'étaient pas les mêmes partout. Mais c'est pas si grave, ça les a pas tant que ça dérangés. Et l'objet, il a été retenu donc, en même temps qu'une autre proposition. Et suite à ça, on a l'un et l'autre cédé nos droits. Ce qui fait que le résultat va sans doute être un mélange des deux, où ils vont prendre les bons points de l'un puis de l'autre. Mais ça, c'est un petit peu normal dans des préfigurations comme ça, que l'objet devienne un petit peu autre chose, quoi. C'est un objet qui n'existe pas vraiment encore.
Du coup, il est forcément plein de défauts, il a besoin d'être complété. Mais là, ils sont en phase de test, en fait. Les 2 protos sont en phase de test. Mais morale de cette histoire, quand vous travaillez pour la ville de Paris, c'est bien d'habiter à Paris. Du coup, je ne sais pas si j'ai le temps pour un... Oui, je vais essayer de terminer rapidement, juste pour vous dire qu'est-ce que je fais en ce moment, enfin sur quoi je travaille. Du coup, ça va être un petit peu work in progress. J'ai pas pensé ma transition forcément là. Mais donc ce que vous voyez là, c'est un... Je travaille sur le thermique en ce moment, enfin sur la manière dont on se chauffe et dont on se refroidit. Et ce que vous voyez là, c'est un des plans du... Enfin, c'est le premier brevet de chauffage central. Et donc on utilise le chauffage central pour une raison assez évidente, enfin, c'est le synonyme du confort actuellement en Occident. Et donc on part du principe que c'est normal qu'une maison soit intégralement chauffée. À cette fin, on fait en sorte que la maison soit isolée de manière parfaite. C'est le plan à 1 euro qu'on a entendu, enfin, dont on a bénéficié parfois. Et sauf que là-dedans, et on part du principe que c'est évident de rendre plus efficace énergétiquement un bâtiment, sauf qu'on oublie que la finalité, c'est de chauffer les corps et non pas les espaces. Et historiquement, on a chauffé, on a creusé le sujet du chauffage à l'échelle de l'objet. On cherchait vraiment à chauffer le corps et pas forcément à chauffer un espace. Et donc ça, il y a pas mal de personnes qui travaillent là-dessus. Il y a notamment une anthropologue qui s'appelle Elisabeth Chauve, qui raconte ça, que c'est problématique de continuer de rendre énergétique, enfin de rendre efficacement énergétique une maison, et de ne plus questionner à qu'est-ce qu'on cherche à chauffer initialement. Donc voilà, c'est un petit peu ce sujet que je traite. Je le traite de plusieurs manières. La première, c'est que j'ai investi dans une caméra thermique, en fait, qui permet de voir comment se comporte la chaleur. Ça, c'est rien d'autre qu'un feu chez des amis. Mais avec ça, j'espère dessiner des formes thermiques, c'est-à-dire dessiner les formes par la matière et la manière dont elle réagit à l'induction, à la conduction, etc., pour ensuite aboutir à des objets, et ne plus penser la question du chauffage ou du refroidissement à l'échelle d'un espace ou d'un volume, mais vraiment à l'échelle de l'objet. Donc ça devrait donner lieu à ça donne lieu à une résidence et à une exposition en 2025. Et par ailleurs, en attendant cette exposition, je travaille aussi sur un clip pour un artiste qui est réalisé avec cette technique-là. Et voilà, c'est un petit peu les projets qui sont en cours. Donc ça rejoint un petit peu le tout début, c'est-à-dire cette histoire de phénomène, de l'observer et comment on le relie de la manière la plus directe avec les personnes, quoi. Donc voilà, j'ai un petit peu fait le tour des projets, j'ai sans doute oublié pas mal de choses, donc si vous avez des questions, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Voilà, je vous remercie. Lors de la présentation du projet, dont j'ai oublié le nom, mais autour de l'architecture pavillonnaire, Oui. vous avez parlé vous avez décrit des objets qui avaient été développés et d'autres pas. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ceux qui ont été développés notamment ? Oui. La piste sur l'hydroélectricité, qui est un petit peu la plus... Enfin, même au moment de la soutenance pour cette bourse de recherche, c'était celle dans laquelle le jury croyait le plus. Elle est développée. Elle est développée en open source. Enfin, c'est moi qui la travaille. Mais par contre, la forme évolue beaucoup. Et là, par exemple, j'en ai proposé une nouvelle à Porto il y a 2 mois, dans le cadre d'une exposition sur l'eau, justement. Donc celle-là, elle est assez... elle est elle est en cours de développement. Après, se pose toujours la question de qui est-ce qui la diffuse, qui est-ce qui la commercialise, et est-ce qu'il faut la commercialiser ou non. Moi, j'ai décidé d'évacuer un petit peu tout ça en proposant vraiment de l'open source. C'est-à-dire que, surtout sur le sujet de l'énergie, si vous commencez à prendre en charge la production puis la distribution, vous changez vraiment de métier. Et je crois que je n'ai pas
dans tous les cas les connaissances pour vraiment le commercialiser, comme on pourrait commercialiser un panneau solaire ou un truc comme ça. Donc c'est un peu aussi pour cette raison-là que l'open source, au-delà des vertus écologiques et idéologiques, je dirais, de l'open source, enfin en tout cas politique. C'est aussi pour cette raison-là que je fais ça. Une autre piste qui est poursuivie, c'est celle-ci, un petit peu sur le thermique. J'avais fait... alors, je ne sais pas si j'y retourne, non. J'avais fait dans le cadre de ce projet un tabou radiateur, c'est-à-dire un tabouret sur lequel on s'assoit, qui est aussi un radiateur, dans cette idée qu'on chauffe un corps et non plus l'espace. Ça, encore une fois, c'est une démarche qui est déjà à l'œuvre chez pas mal de designers. Il y a notamment Natacha et Sacha, qui sont des designers qui travaillent sur ce sujet en faisant un tapis chauffant. Guillaume Jandin aussi qui avait travaillé là-dessus. Donc ça, c'est la piste que je poursuis un petit peu avec ce nouveau projet. Mais là, j'essaye d'aller encore plus loin dans l'échelle de la matière, c'est-à-dire que je vais juste regarder des matières, comment elles se comportent, et en déduire une forme. Et comme ça, j'espère m'émanciper des typologies existantes. C'est-à-dire, je ne vais pas faire un radiateur, je vais voir cette forme. Qu'est-ce qu'on peut en faire en fonction de comment elle réagit aux stimulations de chaleur ou de fraîcheur, tout bêtement, quoi. Et en fonction de ça, se dégagera un type d'objet. Et bien sûr, on ne peut pas faire abstraction de toutes nos références, etc. Mais c'est un petit peu ça la volonté, en tout cas. Vraiment de partir de la matière, ses caractéristiques physiques et thermiques, et on aboutit à un objet qui est utilisable. Sans forcément mettre de nom dessus, quoi. C'est pour savoir ces deux petites questions. C'est une sur l'exposition de la Triennale. Tu as parlé d'autogénérer ton exposition en électricité. Et je voulais savoir comment tu avais fait. Et après, la deuxième question, c'est quand tu as utilisé les sources de Paris, les sources de Paris pour pouvoir végétaliser autour. Et je me demandais ce que tu donnes l'accès à la végétalisation, du coup, mais tu pensais à quoi quand tu es végétalisé? Plutôt autour de la source ou d'amener pour pouvoir amener son eau d'abord? Ok. Pour la première question, c'est assez simple. On est allé sur le toit de la Triennale et on a pris un kit solaire. Mais en plus, on a vraiment pris un kit, c'est-à-dire qu'il y avait tout qui était inclus, la batterie, le régulateur de charge, etc. Ça nous a épargné pas mal de temps à calculer justement quelle batterie dimensionner, etc. Après, il y a eu des problèmes d'alimentation pendant l'expo. Enfin, elle a vraiment vécu l'expo, quoi. Il y a des moments où c'était pas très beau à voir, en fait, pour être tout à fait honnête. Mais on venait du coup à chaque fois corriger tout ça. Donc c'est comme ça qu'on a fait. Et pour la deuxième question, ouais, c'est vrai qu'il y a il défriche un peu la chose, le service des eaux de la ville de Paris. Et en effet, il y a un problème. Enfin, il manque encore un objet, je pense, parce que on apporte un kit pour remplir un tuyau, enfin un arrosoir, pardon, ou pour utiliser directement le tuyau à proximité. Mais du coup, même avec l'arrosoir, ça fait que la zone à végétaliser sera forcément en périphérie de ce point-là. Et je pense qu'il y a encore à gratter sur comment est-ce qu'on transporte l'eau beaucoup plus loin, tout en faisant en sorte que l'objet ne soit pas trop encombrant, quoi, que ce ne soit pas un énorme gros cube. Et pour le coup, j'ai commencé à plancher un petit peu là-dessus aussi, mais c'est trop tôt pour en parler, je crois. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? N'hésitez pas à poser des questions sur comment ça se passe, j'ai pas forcément été très clair là-dessus, mais comment les contrats arrivent, ou comment, justement, c'est pas des contrats, mais des concours, comment ça se passe, ces choses-là. Je voulais passer un petit peu plus de temps là-dedans, parce que c'est un peu le but, dans une école d'art, de parler de ça, qu'il n'y ait pas trop aussi de tabou sur c'est quoi l'économie d'un studio. Enfin, n'hésitez pas à poser des questions là-dessus aussi. J'ai pas assez orienté ma présentation, je pense, là-dessus, mais bref. Mais moi justement, bonsoir, c'était un petit peu ma question. C'est quoi un peu pour vous les méthodologies de travail? Est-ce que c'est beaucoup des réponses à des appels à projets? Est-ce que vous pouvez être force aussi de proposition sur certaines choses? Est-ce que c'est parfois des petites choses dans la vie quotidienne qui attirent votre attention et d'un seul coup, tchoc, on a envie de travailler là-dessus? Voilà, c'était un peu pour...
Merci pour la question, du coup. Ça me permet de parler de choses dont j'ai pas forcément parlé. Là, de ce que vous avez vu, c'est un design qu'on pourrait dire un design assez subventionné. C'est-à-dire qu'en fait, il n'existe que par, au fond, le ministère de la Culture. C'est-à-dire, c'est pas un design industriel. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ces deux manières de penser son studio ou de fonctionner aujourd'hui pour les jeunes designers et artistes en général. Enfin, artistes, la question de l'industrie se pose pas, mais du coup, moi, je suis vraiment, pour l'instant, que dans ça. C'est-à-dire, je fais des appels à projets qui émanent souvent du ministère de la Culture. Ce qui fait que ce sont des projets assez théoriques, des projets parfois critiques, mais qui n'existent que dans ce petit... Enfin, c'est pas un petit monde, puisqu'en fait, c'est assez large tout ce qu'on peut faire avec ça. Mais ça n'existe que là-dedans. Et j'aimerais bien, un jour, quand même, confronter un peu tout ça au monde de l'industrie, vraiment. C'est-à-dire voir comment ça résiste. Comment ces idées résistent à une production industrielle ou non. C'est pas quelque chose auquel je suis forcément opposé. Et du coup, pour répondre, enfin, la production industrielle. Pour répondre à ta question, du coup, ça se passe vraiment comme ça, c'est-à-dire c'est des appels à projets, des appels d'offres, des marchés publics. Et quelquefois, il y a des envies personnelles qui se transforment en une expo parce que ça tombe dans la programmation de ce centre d'art-là, dans sa nouvelle direction qui est donnée par une personne qu'on ne connaît pas, mais qui voit passer le travail aussi. Oui, c'est en fait ce dont je viens de parler sur la manière dont les idées sont percutées par des impératifs industriels, économiques, etc. C'est un petit peu ce qui nous a passionnés, je crois, dans le projet de Milan, ou même si c'est une exposition, que c'est très culturel ou quelque chose comme ça, c'est un lieu public. Il y a des normes et on rigole pas avec ces normes. Et nous, ce qui nous a, enfin moi en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à se dire, ok, on va dans ces normes et on fait en sorte que nos idéaux et nos envies personnelles persistent là-dedans, quoi. C'est pour ça que je l'ai présenté comme ça, ce projet aussi. C'est intéressant c'est là que notre motivation, une motivation peut émerger aussi dans notre boulot, c'est-à-dire on avait dit qu'on allait faire à manger et à boire, on va faire à manger et à boire, quoi. Même si ça peut passer pour un caprice. Il y a plein de gens qui nous ont dit que c'était pas le lieu pour ça. On a eu pas mal surtout de la part de la Triennale, qui n'a pas l'habitude d'avoir des demandes aussi étonnantes. Mais je pense que c'est un bon moteur c'est un bon moteur en fait, ça, la contrainte forte. Et je pense que ça peut exister dans le design, mais aussi dans l'art, dans une exposition. Vous vous dites, dans cette exposition, je vais faire que des choses qui vont être réemployées après. Ça vous fait un moteur fort, quoi. Voilà. J'ai divagué, mais je pense que j'ai répondu au début. Bien le bonsoir, j'espère que tu vas bien. Moi, j'avais une question, parce que quand j'ai vu ton profil et tout ça sur les propositions de workshop, et même encore ce soir, je me demandais s'il n'y avait pas un engagement peut-être, ou pas d'ailleurs, juste écologique derrière toutes tes propositions, si toi, tu as envie de toucher à ça ou pas, parce que tu touches pas mal à tout ce qui est eau, chauffage, en fait, énergie, etc. Des choses qui peuvent être quand même des problématiques assez importantes au niveau de l'écologie. Du coup, je me demandais. Voilà. Oui, c'est vrai que je n'ai pas dit le mot, mais il y a un peu ça au fond de chaque projet. Après, la raison pour laquelle je m'intéresse aux énergies, par exemple, c'est un petit peu la manière dont je voulais raconter, une fascination pour les phénomènes, etc. Mais c'est aussi que je pense qu'en design d'objets, on peut vite se satisfaire d'une solution faussement écologique, dans le sens, par exemple, le recyclage d'un matériau ou faire un nouveau matériau avec des déchets, des choses comme ça. Si on s'arrête à l'échelle de la matière, on se dit c'est bon, c'est résolu, j'ai fait d'un déchet une forme, c'est résolu. Sauf que le passage d'un déchet à une forme engage de la matière, de l'énergie, pardon. et du coup, c'est un peu pour cette raison-là que moi je me suis mis à une question miniature dans la question de l'énergie, enfin dans le sujet des énergies, c'est-à-dire qu'il faut qu'on appréhende ça pour à peu près tout. En fait, derrière chaque matière qu'on emploie, il y a une certaine quantité d'énergie. Et si tu réfléchis au fond à ça, ça peut être aussi très très paralysant,
Mais par exemple, sur le projet du kit d'arrosage pour la ville de Paris, j'ai fait le choix de l'aluminium, qui est un choix un peu qui peut être justement écologiquement très controversé, parce que l'aluminium, je ne sais pas si vous savez, mais pour le produire, on produit des boues rouges, c'est-à-dire quelque chose de très très polluant, très très saturé en oxyde de fer. C'est vraiment un enfer en fait d'extraire l'aluminium de la bauxite, qui est le minerai de départ. En revanche, l'aluminium, ils fond à 670 degrés. Et c'est la filière la plus recyclable de France, la plus recyclée. C'est-à-dire qu'on extrait de moins en moins d'aluminium. En plus de ça, il y a des procédés qui sont un peu plus respectueux que les boues rouges. Le kit que j'ai dessiné, je ne sais pas s'il va être recyclé ou s'il va donner lieu à une nouvelle extraction d'aluminium. Ça, c'est quelque chose sur lequel vous n'avez pas de prise. Mais vous, ça vous permet d'avancer là-dessus. Et moi, il me semble que pour un objet qui est aussi peu mature, prendre un matériau qui se recycle, qui se refond à basse énergie, à basse température, c'est intéressant. Voilà. Et oui, du coup, ouais, peut-être un autre mot sur la question de l'écologie. Un truc sur lequel j'ai pas forcément mis l'accent, mais c'est pendant le sujet sur la triennale, un mot assez fort qu'on voulait faire passer, c'est une écologie post-naturaliste. C'est peut-être un gros mot, mais en gros, c'est dégager l'idée que écologie égale nature, ou que écologie égale ce qui est organique, c'est-à-dire ce qui pousse. C'est pas parce qu'un objet est fait de bois qu'il est écologique. Ça, c'est un peu un truc qui traverse tout parce qu'on peut faire, si on fait énormément d'objets en bois, en fait, on va déforester, on va saturer, enfin, on va user le sol tellement qu'on ne pourra plus rien y faire pousser, etc. Et surtout, si on associe vraiment l'écologie à simplement ça, on passe à côté justement de tout ce qui ne pousse pas et qui pourtant constitue notre culture matérielle, quoi. Notamment les métaux, les pierres, toutes ces choses-là. Donc voilà, peut-être ajouter un petit mot là-dessus. Merci. Je suis là. Moi, je me questionnais sur le gap entre vous êtes sorti en 2013 de Boulle ? Ouais. Alors, on a je sais qu'il y a des nouvelles sections à Boulle, mais est-ce que votre formation, vous pensez, a été vraiment en adéquation avec tout l'esprit et ce que vous avez développé, ce que vous développez, et notamment le champ plutôt de l'économie, ministère de la Culture et pas industriel. Est-ce que ça correspondait vraiment ? Est-ce que ça fait longtemps qu'à Boulle, ils ont aussi cette conscience d'une nouvelle forme de designer, on va dire ? Pardon ? Oui, ce serait plus l'ENSI. Voilà, je ne connais pas spécifiquement, précisément, hein, mais est-ce qu'il y a des choses au niveau de l'enseignement qui, au contraire, vous ont fait prendre une autre position, ou au contraire, c'était complètement en adéquation avec l'esprit dans lequel vous avancez aujourd'hui ? Je pense que le souci écologique, il traverse pas mal ces écoles à des niveaux d'engagement différents, bien sûr. Mais par contre, sur la posture non industrielle, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est autant choisi que subi. C'est-à-dire qu'en France, on est quand même de plus en plus désindustrialisé, même s'il y a ça n'empêche pas des startups ou des entreprises de continuer à créer de l'objet. Mais disons que le design industriel, déjà, c'est une identité qui a moins qu'en Italie ou des choses comme ça. Et ça découle un peu de ça, c'est-à-dire qu'on prend aussi cette tangente pour pouvoir développer des projets expérimentaux, voire critiques, mais c'est aussi qu'il n'y a pas forcément un tissu industriel suffisamment dense pour pouvoir fonder son économie de studio complètement là-dessus. Il y a des objets qui sont produits en France, et c'est très bien, et il y en aura probablement plus, et donc ça va nous créer. Mais du coup, je dirais un petit peu ça. Quant à savoir si l'enseignement allait dans ce sens ou pas, oui, je crois qu'on nous enseignait quand même des principes de mise en forme industrielle, des outils qui servent à fond, enfin la 3D, etc., je pense. Mais pour ma part, mon expérience personnelle, c'est aussi les stages que j'ai choisi de faire, qui étaient pour des artistes à chaque fois, parce que c'était ça qui m'intéressait. Mais ça vous lie pas forcément avec ensuite faire du design
dans une dimension culturelle. J'aurais pu faire de l'art, de la vidéo, des choses comme ça. Mais c'est la réflexion que je me suis faite. Hein. Ouais. On n'est vraiment pas loin, des fois, oui. Justement, plus du champ de l'art. Ouais. Bah, c'est vrai que je distingue pas forcément, enfin pas toujours les deux, quoi. Mais par contre, c'est les questions qui se traitent à l'échelle de l'objet qui m'intéressent, qui me fascinent. Et c'est pour ça que je continue d'aller dans ce sens-là. Je ne saurais pas faire un objet où il n'y a pas en arrière-plan la question de l'usage et du coup de qu'est-ce que ça implique comme choix de mise en forme, comme scénario de vie, etc. Est-ce que cette frontière maigre entre le design et l'art, c'est pas quelque chose de très actuel aussi, justement par la dimension de recherche qui en design s'affirme en fait d'une manière plus décomplexée, on va dire, et qu'on peut le retrouver. Alors je sais pas si l'ENSI caractérise ça, mais en observateur extérieur, on a quand même le sentiment que c'est peut-être pas inattendu, en tout cas. On voit des parcours qui sortent de l'ENSI qui affirment cette dimension de recherche en dehors d'une production. Non ? La romantique ? Non, la revendique. Ah, la romantique. Ouais. Après, j'ai l'impression que... Elle est assez actuelle. Elle est assez actuelle. Je pense qu'il y a pas mal de pays dans lesquels c'est assez à l'œuvre depuis longtemps. Enfin, la Hollande notamment, ou Eindhoven, c'est quand même des écoles qui favorisent à la mise en place de ce qu'on va dire d'auteurs. En fait, il y a des auteurs qui sortent de ces écoles. Mais ça ne veut pas dire que ça se substitue aux autres designers. Je pense en fait que Enfin là, on divague et on discute. Du coup, je pense qu'il y a encore des designers industriels, c'est juste qu'eux aussi, ils ne sont pas forcément connus, ils ne sont pas forcément médiatisés. Ils travaillent en interne, dans des entreprises intégrées, en fait. C'est aussi ça le choix. C'est si vous choisissez d'être designer intégré, vous allez être dans ce circuit-là, mais vous ne pourrez pas forcément mettre en place une démarche de recherche. Quand vous décidez d'être à votre compte, vous êtes un peu obligé d'adopter une posture critique, ou en tout cas, enfin une posture, un point de vue, je veux dire, une signature forte, etc. Quitte ensuite à ce que ça puisse, si vous en avez envie, travailler avec l'industrie, etc. Mais on est un peu obligé de passer par cette zone d'expérimentation pour aussi savoir quel propos on veut tenir, quel est notre point de vue sur l'écologie, sur l'économie. C'est pour ça que c'est un peu indispensable aussi de passer par là, quoi. Et du coup, je rebondis sur cette notion d'auteur. Donc, c'est quelque chose, vous pensez, qui correspond à quelques personnes, mais pas en tant que designer, mais pas tous. C'est là où on pourrait distinguer un peu des champs différents, ou pas forcément? Vous pensez qu'ils sont tous auteurs Non, je pense que tout le monde n'a pas forcément envie de ça déjà. Oui. Et puis il y a quand même je sais pas trop. C'est quand même une réalité économique aussi derrière à tenir. C'est-à-dire que si on est dans le champ de la culture, qu'on est à son compte, qu'on va chercher des projets tout le temps, c'est quand même un mode de vie pour le coup qui est assez proche de l'idée qu'on se fait d'un mode de vie d'un artiste, dans une image peut-être un peu trop romantique, mais où voilà, on n'est pas... On est dépendant en fait de plein de moments. Donc ça, c'est quelque chose qui est économiquement, et dans le mode de vie, il faut être content avec ça. Moi, c'est mon cas la plupart du temps. Mais voilà. Et s'il y a des camps, je pense que c'est très bien que... Enfin, il n'y a pas de... Ouais, je ne sais pas s'il y a vraiment des camps en fait. Il y a différents types de designers bien sûr, mais je ne crois pas qu'il y ait de position ni d'animosité entre. Mais en tout cas, je distingue vraiment ces deux choses. J'ai l'impression dans l'économie des studios de créa et de design en France, il y a vraiment d'un côté soit le monde, je dirais, de la culture, de l'autre celui de l'industrie. Et c'est vrai que faire le pont entre les deux est d'autant plus excitant qu'il est difficile, je pense. Est-ce qu'il y a une dernière question ou d'autres questions? Bonsoir, merci. J'étais très intéressé par tout ça et
encore plus intéressé par le titre, à vrai dire. Ouais. Concevoir en dégradé. Par rapport à ce que j'ai entendu ce soir, je me pose une question. Qu'est-ce que c'est que cette dégradation dont vous parlez? Ah, ouais, c'est vrai que c'est pas forcément ultra bien. J'imaginais que cette dernière image en dégradé pourrait... à la base, j'avais prévu d'ouvrir l'exposition avec l'exposition, voilà, lapsus. La conférence avec une image d'un poste de télévision qui éclaire une pièce. Et sur cette photo, on voit qu'il y a un dégradé. Voilà, je vais partir un petit peu trop loin. Elle éclaire en dégradé l'espace d'exposition, la salle en question. Et donc à partir de cette image, on peut voir qu'une certaine quantité d'énergie, qui est identifiée au départ du côté du générateur, à l'autre bout, sur un écran de télé, on n'est pas capable de quantifier précisément jusqu'où la télé éclaire, qu'est-ce qu'elle éclaire, parce que ça finit en dégradé. Et donc tout ça pour parler du fait que si on se situe à l'échelle de l'objet, il est assez évident qu'on doit retirer ces clôtures un petit peu qu'il y a autour de l'objet. Ouais, c'est un petit peu dur d'être explicite comme ça. Précisément, votre question, c'était comment on conçoit en dégradé ou c'est quoi cette histoire de concevoir en dégradé? Ouais, voilà, on peut le simplifier comme ça. Ah si, je vais être un petit peu plus concret. Par exemple, ici, j'ai une bouteille. Nouvelle tentative de réponse. Donc j'ai une bouteille. On peut facilement voir sa forme, sa matière et son poids éventuellement. Donc voilà, on a l'impression qu'on peut dresser un tableau assez complet de qu'est-ce que c'est si on voit la matière. En revanche, si on regarde ce qui précédait cette bouteille, c'est-à-dire la matière qu'il a fallu pour le faire, l'énergie pour la transformer, la moindre chose pour cette capsule, il y a l'analyse d'un cycle de vie ou le bilan carbone ou l'empreinte carbone qui permet de le faire, mais en fait, il y a toujours une clôture à ce système. Et en fait, on ne peut pas quantifier précisément la matière qui a été nécessaire à faire cette capsule, plus cette étiquette, plus cette bouteille. C'est un petit peu ça que je veux dire. Et de la même manière, on ne saura pas qu'est-ce qu'elle va devenir une fois que je ne l'utiliserai plus. On peut comme ça clore les quantités qui constituent un objet, mais dès que ça percute nos quotidiens, on ne sait pas du tout ce qui va lui arriver. Donc on ne sait pas si elle va être employée à la place de 23 autres bouteilles, ou si elle va être directement jetée à la poubelle, etc. C'est ça que je veux dire un petit peu et j'espère que ça s'est ressenti avec cette histoire de réversibilité, mais c'est pour essayer de ne plus concevoir seulement des objets, mais aussi ce qui précède, ce qui succède, et ce qui se passe quand les objets se percutent aussi. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui fonctionne pas forcément, à mon sens, dans la manière dont on nous enseigne le design d'objets parfois, c'est qu'on conçoit un objet dans une abstraction pure, c'est-à-dire on va le faire sur fond blanc, sur une modélisation. Or un objet, ça n'existe jamais dans cette abstraction-là. On crée toujours un objet par rapport aux autres objets qui nous entourent et les objets qui vont le percuter. Et ça aussi, c'est concevoir en dégradé, c'est-à-dire on ne va plus dessiner un objet comme si tous les autres n'existaient pas. On va prendre la somme de tous les objets qui existent et se dire « Ah bah il manque ce petit truc pour qu'il puisse se combiner ». La lampe de Claire Lavabre, par exemple, elle l'a conçue en dégradé, un petit peu, je trouve. Elle a pris une règle, c'est la lampe qui est. Elle a pris une règle de maçon, elle a pris un enjoliveur, et elle a fait un truc. Elle a à aucun moment dessiné clairement son contour de lampe, etc. Elle a conçu un peu en dégradé, quoi. Merci beaucoup. Je vous en prie. J'espère que c'était clair. Enfin, j'en doute, mais. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Pablo, en tout cas.